Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour ce nouveau dimanche en politique et merci pour l'accueil que vous réservez à cette émission qui s'installe, vous le savez, désormais sur notre antenne chaque dimanche à 11h30. Alors aujourd'hui avec mes invités Germinal Perrault et Serge Bousquet-Cassagne, on va s'interroger sur la crise paysanne avec cette question. Les politiques ont-ils abandonné le monde paysan? Un thème pour lequel vous vous êtes beaucoup mobilisés avec vos questions via notre site internet. En voici d'ailleurs un aperçu avant d'ouvrir ce débat avec mes invités. Germinal Perrault, bonjour, merci. Vous êtes député socialiste du Sarladais, vous êtes aussi le président du conseil départemental de Dordogne et vous êtes aussi chargé des questions agricoles pour le Parti socialiste. Alors, la crise agricole, c'est une crise qui existe depuis maintenant plusieurs années, pourquoi pas même dire des décennies. On voit régulièrement les manifestations dans la rue, ces tracteurs qui déversent leur fumier. On entend souvent les politiques s'exprimer. Et au fond, on voit toujours les agriculteurs souffrir. Est-ce que la politique est impuissante à régler le problème, Germinal Perrault? Bonjour. D'abord, la politique, elle n'est pas jusqu'à présent apte à régler tous les problèmes de la vie courante. Elle n'a pas été capable de les régler pour l'industrie. Et en matière agricole, c'est pas vrai. Elle ne règle pas tous les problèmes, puisque ce serait idiot de nier la crise qui existe, la détresse pour énormément d'agriculteurs et le fait que dans notre pays, au cours des 10 dernières années, un quart des exploitations agricoles ont disparu. Donc de ce point de vue, je ne pense pas que les politiques abandonnent l'agriculture, je ne le crois pas. Ni au niveau européen ni au niveau national, mais de toute évidence, ce secteur connaît une crise qui est extrêmement grave. Alors, Serge Bousquet-Cassagne, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes, vous, le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, un département extrêmement rural où l'agriculture pèse beaucoup. Vous entendez Germinal Perrault, qui est un élu, vous dire la politique ne résout pas tout. Vous considérez que c'est une réponse qui est satisfaisante ? Tout à fait. M. Germinal Perrault a au moins la correction de dire la vérité. Effectivement, c'est vrai. Mais par contre, moi je considère que la politique, non seulement elle ne résout pas tout, mais elle aggrave aussi certains de nos problèmes. Je prendrai comme exemple la grande région Aquitaine, par exemple, où la politique, donc on connaît le bord politique des élus de la majorité de la grande région Aquitaine, et où on se rend compte que pour donner des gages aux écologistes qui sont alliés avec eux, eh bien, on enterre un peu plus les agriculteurs en leur mettant des normes supplémentaires, à la fois phytosanitaires, environnementales, etc. On leur met des normes en plus sur le dos. Alors, Germinal Perrault, vous entendez, c'est un représentant de la profession qui vous dit, au fond, les élus aujourd'hui sont plutôt là, non pas pour aider l'agriculture, mais peut-être aussi pour l'handicaper davantage, avec des normes qui sont contraignantes, qui ne sont peut-être pas les mêmes d'ailleurs, Germinal Perrault, pour nos voisins européens. Vous entendez cette revendication ? Alors, je l'entends. D'abord, je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour les élus professionnels, qui sont une forme de collègues à nous et qui font ce qu'ils peuvent aussi dans leur domaine. D'ailleurs, j'en ai énormément qui font partie de mes amis. Mais je voudrais préciser ma réponse sur les politiques abandonnent-ils l'agriculture ? Moi, je dis non, parce qu'au niveau européen, en tout cas, la politique agricole commune, qui a été mise en place dans les années 60, elle a failli être abandonnée. Elle a failli être abandonnée à la dernière révision. Et elle le sera peut-être à la prochaine. Parce qu'il y a des pays qui disent en effet que consacrer 40% du budget de l'Europe à soutenir la production agricole, c'est trop. Et qu'il faut faire autrement. Il y a des pays extrêmement libéraux qui disent les agriculteurs, ils ont qu'à se débrouiller. Et on n'a pas à les aider. Ce n'est pas notre position. Ça n'a pas été la position de la France, qui heureusement a été suivie, ce qui a permis à la fois
de maintenir le budget de l'Union européenne en direction de l'agriculture et qui a permis aussi de le réorienter dans certains secteurs. Mais sur cette question précise des normes, on voit une question de Nathalie d'ailleurs. Pourquoi les agriculteurs sont plus contraints par les normes que les voisins européens, les agriculteurs français? Alors, croire que les voisins européens n'ont pas de normes, je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Une mission à la fois parlementaire avec des représentants syndicaux français est allée en Allemagne pour justement regarder au cas par cas précisément quelles étaient les normes appliquées aux agriculteurs allemands et aux agriculteurs français, et on est quasiment au même niveau. On a des difficultés avec des pays du Sud qui emploient des produits, c'est vrai en viticulture, c'est vrai dans la production arboricole, et qui sont interdits chez nous. Et ça, il faut absolument lutter pour que ça s'harmonise. Mais on ne peut pas faire croire qu'il n'y a pas de normes ailleurs. Ce n'est pas vrai. Alors, si vous permettez, on va aller à Agen, où se trouve une éleveuse, Elena Roux. Vous entendez, Elena? Oui. Bonjour. Alors, vous êtes éleveur de bœuf, c'est ça, je crois, à viande? Bovin-lait. Bovin. Alors, quand vous entendez ce que vous avez entendu Germinal Perrault dire, au fond, il n'y a pas plus de normes en France qu'il n'en a à l'étranger, ça vous satisfait? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour que votre exploitation soit à la fois plus rentable et plus viable? Parce que vous avez des difficultés, je crois. Oui, on a tous des difficultés dans l'élevage. Les normes, il y en a un tel millefeuille qu'on je ne saurais pas trop quoi vous citer. Il y en a d'autres qui vont arriver avec les zones vulnérables. Les ICHN vont être revus. Enfin, il y a plein de petites choses ou de grosses choses qui s'accumulent et qui sont anti-économiques. Et justement, est-ce que vous auriez une question à poser à M. Germinal Perrault, qui est un élu, qui réfléchit sur ces questions agricoles? Est-ce que vous auriez une question précise à lui poser? Je ne sais pas. Ah, c'est difficile, hein, comme ça en direct. On va revenir vous voir, Elena Roux, tout au long de cette émission. Serge Bousquet-Cassagne, on sait que la question des normes embête un peu les agriculteurs. Vous considérez, alors on a parlé de l'Allemagne, vous considérez que par rapport à vos voisins européens, vous êtes sur la même ligne de départ? Il me semble que les agriculteurs d'Allemagne sont mieux considérés que nous dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils ont une fonction de production qui est reconnue. Alors que j'ai l'impression que nous, on est les parias de l'économie, on est les parias du pays, parce qu'on est censé être ceux qui polluons, ceux qui sont gavés de subventions et d'aides à la fois européennes et françaises, et ceux qui se plaignons en permanence. Alors ces aides européennes, il faut préciser qu'elles ont augmenté ces dernières années, elles étaient à peu près de 11%. J'ai regardé quelques chiffres, elles sont passées pour certains départements à près de 20%. Oui, dans le résultat de l'exploitation, parce que par ailleurs, le revenu tiré du travail a baissé, tout simplement, quoi. Donc mécaniquement, elles ont augmenté. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est les parias de la société, et c'est intentionnel qu'on est devenus les parias de la société, parce qu'on écoute à Paris et ailleurs, et un peu en région aussi, la pensée unique. La pensée unique, elle nous vient des gens de l'écologie, qui sont peut-être moins écologistes que nous, les agriculteurs. Elle vient de cette pensée unique qui fait qu'on est supposé porter tous les malheurs du monde. Et cette manque de reconnaissance, à côté de crises sanitaires ou climatiques qui font peut-être que... Mais ça, c'est notre quotidien, on a l'habitude. Cette manque de reconnaissance, c'est ce qui nous fait le plus mal à nous, les agriculteurs. Germinal Perrault, on entend bien le cri du désespoir, le cri du cœur d'un agriculteur. Alors il y a la météo, certes, c'est des impondérables que l'agriculteur intègre, des épisodies comme la grippe aviaire, mais il y a cette confrontation avec l'écologie. C'est quelque chose que vous comprenez, que vous entendez, ou vous dites qu'ils exagèrent? Écoutez, moi j'entends le cri, je respecte ce cri-là, mais je regrette que le monde agricole soit considéré comme un paria, parce que il n'y a pas de volonté politique derrière ça, et ce n'est pas, je crois, chez l'ensemble de nos concitoyens, la pensée. D'ailleurs, on le voit, chaque fois qu'il y a eu des manifestations, et notamment pour l'élevage extensif, on voit bien comment nos concitoyens, d'une façon générale, ont conscience et prennent conscience qu'on a besoin des agriculteurs.
Donc moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je n'ai jamais considéré les agriculteurs négativement comme des parias. J'ai toujours essayé de travailler pour que la situation s'améliore et qu'ils puissent vivre de leur travail. Parce qu'en vérité, le grand problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est quoi ? J'écoutais madame qui parlait du lait. C'est quoi son problème? C'est le prix du lait. C'est le prix de la matière première qu'elle produit. C'est ça le problème numéro 1 de l'agriculture. Oui, mais justement, ce prix-là, parfois, il est négocié et les négociations sont pas toujours respectées par la grande distribution, par exemple, Germinal Perrault. La difficulté pour le monde agricole, c'est que celui qui produit la matière première, d'abord, ne choisit pas son prix. C'est d'autres qui le choisissent à sa place, qui viennent lui dire « voilà ce qu'on vient d'acheter ». Ce n'est pas lui qui peut dire « voilà combien je vends mon litre de lait ». Il ne choisit pas. Et il est acculé, en vérité, face à des acheteurs qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus gros que lui. Non, mais aujourd'hui, la vraie question, elle est là. On a bien vu la pression sur une grande entreprise il y a quelques semaines, Lactalis, pour ne pas la citer, qui fait qu'en 48 heures ou en 3-4 jours, avec une pression agricole très forte d'aujourd'hui, l'entreprise a décidé de relever. On a baissé le prix du lait au cours des derniers mois. Le prix de la brique n'a pas baissé dans la grande distribution. Alors aujourd'hui, n'est pas le seul bouc émissaire, Monsieur Perrault. Lactalis n'est pas le seul bouc émissaire. Ne prenez pas Lactalis, je ne vais pas le défendre, mais ne prenez pas Lactalis pour le bouc émissaire. Vous avez parlé des Allemands. Les Allemands sont en train de nous enlever le marché du lait. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure est faux. Ils ont moins de normes et moins de contraintes administratives que nous. Par exemple, les zones vulnérables, je ne sais pas où ils en sont, en tout cas. Mais vous savez que chaque fois que vous instaurez, à cause de l'Europe, paraît-il, mais comme on est plus royaliste que le roi et qu'on lave plus blanc dans ce pays, à cause de l'Europe, les zones vulnérables, on a décidé des extensions qui vont toucher la Dordogne au cœur, le département du Lot-et-Garonne au cœur. Vous savez que chaque fois qu'on installe une zone vulnérable, qu'on considère vulnérable, vous savez qui c'est qu'on vulnérabilise? Vous savez qui c'est? C'est l'agriculteur, c'est l'éleveur. Et il disparaît. Et il disparaît parce qu'on lui oblige à couvrir sa fosse à fumier, on lui oblige tout un tas de choses qui font que son coût de lait, qui est minable, on est d'accord, on est tous d'accord sur ça, le coût du lait et le prix qu'il vend est bien en deçà de son coût de revient, et il est grevé en plus par les normes. Oui. Alors, sur le prix du lait, on va peut-être prendre une question. Oui, c'est important le prix du lait parce que c'est une question fondamentale. La négociation, ça revient souvent. Il y a une question de Bernard qu'on va peut-être afficher qui se dit pourquoi l'État ne contraint pas les grandes surfaces à respecter un prix décent. Est-ce que c'est possible ou pas de contraindre les grandes surfaces? Il y a des négociations, mais on voit bien que le prix est toujours fluctuant et qu'il n'est jamais respecté. Est-ce qu'il n'y a pas... c'est une question d'un de nos téléspectateurs. La contrainte directe, non. Il y a, mis à part dans les pays où l'économie était dirigée par l'État, dans aucun pays, c'est l'État qui fixe et le prix du lait et le prix des denrées. Qu'a essayé de faire le législateur au cours des dernières années? Il a essayé de codifier les choses. Il a créé la contractualisation. Il a obligé à faire des contrats, parce qu'il y a des secteurs où il n'y en avait pas. Ensuite, il a obligé les grandes surfaces à tout mettre dans le contrat, qu'il n'y ait pas de marge arrière, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ensuite, il a créé une autorité pour contrôler la validité des contrats. Il a essayé de resserrer les négociations commerciales pour qu'elles soient justes et équilibrées. Mais il n'empêche que quand vous avez une myriade de producteurs qui sont face en France à 5 ou 6 gros acheteurs, eh bien ceux-là se retrouvent totalement défavorisés. On va peut-être retourner d'ailleurs vers Madame Roux à Agen. Madame Roux, vous avez le même problème, vous, pour la viande que celui du lait. Le prix qui vous est proposé au kilo est-il aujourd'hui suffisant pour que vous puissiez vivre de votre exploitation? Alors bon, nous, notre exploitation est surtout sur le lait. La viande, c'est des vaches de réforme qui partent à la boucherie, donc je ne vous parle même pas du prix. Le lait, le souci, c'est l'offre et la demande. Donc il y a une offre qui est débordante en Europe. Depuis l'embargo russe, le lait polonais, le lait allemand reviennent en France et déstabilisent nos marchés. Oui, mais quelle réponse on peut donner? C'est ça, c'est le constat que vous faites, Madame Roux. C'est un constat que vous faites. Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez justement pour que le prix du lait soit, qui respecte au fond le travail votre travail? Il faut un prix du lait qui corresponde à la demande. Donc il faut produire ce qui est consommé, pas plus, pour qu'un prix soit rémunérateur. Et donc revenir au quota.
Et ce prix du lait, il ne doit pas être en dessous de 400 € tonne, c'est clair. Et en dessous de ça, les agriculteurs ne sont pas rémunérés, parce que c'est un sacré travail quand même, c'est quasiment, on est proche de l'esclavagisme, quand on est producteur de lait ou quand on travaille sur l'animal, en règle générale. Et donc, en dessous de 400 € tonne, ce n'est pas possible. Pour ça, il faut revenir au quota et encadrer la production. Mais l'Europe nous a dit, on supprime les quotas. Donc maintenant, comment on fait? On a une espèce d'ambiguïté là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre que le marché se régule par lui-même. C'est-à-dire que, comme disait Elena Roux, pour l'instant, il y a trop d'offres pour peu de demandes. Eh bien, on va attendre 1 an, 2 ans, que le marché se régule et que les prix remontent. En espérant. Et en attendant, pendant 2 ans, il va disparaître tant et tant d'éleveurs laitiers. D'accord. Madame Roux, justement, sur cette disparition des éleveurs, est-ce que vous vous sentez abandonné? C'est un peu le thème de cette émission. Est-ce que vous sentez qu'on n'est pas derrière vous, que les politiques ne vous entendent pas? Ce sentiment d'abandon, vous l'avez? Ah oui, oui. De toute manière, dans les campagnes, il y a une grande lassitude, hein. Il y a eu une grande crise en 2009, elle n'a pas été écoutée et on n'en est toujours pas sorti. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on est en crise. Et en fait, dans les campagnes, les gens jettent l'éponge. Dans la tête, dans 1 an, c'est fini, on arrête le lait. C'est pour ça qu'au niveau des vaches des vaches de boucherie, tout le marché est déstabilisé parce qu'il y a beaucoup de vaches laitières de réforme qui vont sur ces marchés, qui déstabilisent les vaches à viande. Germinal Perrault, ce désarroi, vous l'entendez, vous le comprenez, vous l'avez dit, bien sûr, c'est aussi un terreau pour le Front National qui prospère sur cette désespérance agricole. Avant d'en parler, je voudrais qu'on regarde ce reportage d'un éleveur du Limousin qui est passé justement du MoDem au Front National. C'est un reportage de Christophe Baudin et Delphine Roussel-Saxe. Pour le FN, le nouvel adhérent est doublement important car il est également secrétaire général de la FDSEA en Haute-Vienne et à ce titre un représentant connu du monde agricole. Aujourd'hui, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il faut prendre conscience que le monde agricole est dans une mouise pas possible. Et cette mouise-là, nos politiques n'ont pas conscience. Pour l'ancien centriste, c'est clair, les partis traditionnels ne sont pas à la hauteur. Sur ça, il est raccord avec les thèses du Front National, comme il est raccord sur l'argent. On profite de ceux qui travaillent, de plus en plus, on leur pique des taxes. L'insécurité, raccord aussi. C'est pas normal que des agriculteurs se fassent cambrioler ou des gens du monde rural se fassent cambrioler. C'est pas normal du tout. Ça existait dans les cités, maintenant c'est partout. L'immigration, raccord toujours. Les migrants, on n'en a pas besoin. Les Syriens, on n'a pas besoin des Syriens. Sur l'Europe, que le FN veut quitter, et la politique agricole, en revanche, ça coince encore. Moi, je pense qu'au niveau agricole, il y a toujours des choses à faire avec l'Europe. Alors ça fait partie des points de divergence avec le FN. Le nouveau soutien de Marine Le Pen sera-t-il un des futurs candidats aux législatives pour le parti d'extrême droite? On peut l'imaginer. Pour le moment, le principal intéressé s'en défend. Alors, Germinal Perrault, vous perdez, les partis traditionnels perdent du terrain, à la fois dans les banlieues, mais dans les zones extrêmement rurales, comme celle qui nous concerne. D'abord, est-ce que vous comprenez cet élu qui passe d'un parti modéré au Front National? Non, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas parce que je considère qu'il se trompe. Qu'il ne soit pas en accord avec les décisions qui sont politiques, au niveau européen, et j'ai un point d'accord avec M. Bousquet-Cassagne par rapport au quota, c'est-à-dire à la régulation. Pourquoi le marché du lait s'est désorganisé subitement? C'est parce qu'on a décidé d'abandonner les quotas, qui, je vous rappelle, en 1980, avaient reçu l'opposition de toute la droite et du syndicat majoritaire. Il faut quand même se rappeler de ça. Ils hurlaient partout contre les quotas. Ils ne voulaient pas réguler. Laissez-nous produire, laissez-nous faire ce qu'on veut, etc. Mais des outils de régulation, on en a besoin. Et le drame de l'agriculture aujourd'hui, et là, je pense que l'Europe n'agit pas suffisamment, c'est qu'elle n'est pas capable de réguler. Ou elle régule que quand il y a crise. En matière de lait, vous savez ce qu'elle fait, l'Europe aujourd'hui? Elle a débloqué 500 millions d'euros. Et sur ces 500 millions d'euros, 150 vont aller à payer des agriculteurs pour qu'ils produisent moins. Voilà à quoi on en est rendu. Il aurait mieux valu, et là on est d'accord, maintenir un système de régulation et de limitation de la production de façon à ce qu'on puisse aller de l'avant et maintenir un prix du lait pour tout le monde. Maintenant, je ne comprends pas qu'un élu centriste passe au Front National parce qu'il se trompe.
il se trompe sur les solutions que propose le Front National. Qu'est-ce qu'elle propose, Mme Le Pen? De sortir de la PAC. Elle veut passer de la PAC à la politique agricole française. Ça veut dire qu'on va rester entre nous, on va se passer des 9 milliards d'aides de l'Europe et on va garder notre production. Est-ce qu'elle ne sait pas que la moitié des céréales françaises sont exportées? Est-ce qu'elle ne sait pas que 40% du lait français est exporté? Est-ce qu'elle ne sait pas qu'une grande partie du vin français est exporté? Donc aujourd'hui, ce n'est pas sérieux, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que je ne comprends pas ce passage-là. Serge Bousquet-Cassaigne, sur cette question très précise du Front National qui s'implante sur ce terrain-là, vous pensez que ça peut être une réponse à la crise agricole? Je ne sais pas, parce que vous savez, les politiques, j'en suis un peu revenu moi-même. Sans avoir basculé moi-même au Front National. Par contre, là où je suis étonné, c'est qu'il y a encore des gens, des agriculteurs, pour voter, par exemple, socialiste, quoi. Je suis un peu étonné. Et c'est encore le cas, heureusement pour vous, Monsieur Peillot. Mais pour vous dire qu'il y a du désespoir dans les campagnes, donc il s'exprime comme dans les villes, de la façon dont s'expriment les gens, c'est-à-dire en allant voter. Si je vous entends, M. Bousquet, vous dites que c'est plus justement un vote de désapprobation, mais pas forcément d'adhésion. Vous ne pensez pas que le Front National puisse résoudre la crise agricole, c'est ce que vous dites? Ils n'ont pas été au pouvoir, donc je ne peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que les prédécesseurs qui sont au pouvoir, et là je mets tout le monde dans le même panier, n'ont pas réussi à la résoudre. Mais vous pensez ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est une certitude. Alors après, les autres, écoutez, on verra bien. Les électeurs le décideront, le moment venu. Voilà. Vous n'êtes pas tout à fait en désapprobation, donc j'entends bien votre propos. Vous demandez de voir, c'est ça? Écoutez, à moins qu'on interdise le Front National, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas peut-être leur donner leur chance. Je ne sais rien. Il fallait éclaircir votre pensée. Ouais, vous l'avez fait. Madame Roux, sur cette question du Front National, j'imagine qu'évidemment c'est une question que vous connaissez bien dans votre entourage, mais est-ce que vous-même vous auriez cette tentation, enfin c'est peut-être une question discrète, sinon cette tentation, est-ce que vous comprenez justement que certains dans votre environnement votent le Front National aujourd'hui? Oui, comment dire? Le Front National, pour moi, est comme tous les autres partis. Ils veulent la couverture pour eux. Et ce n'est pas une solution. Après, je reviens sur le prix de 1984, au début des quotas. À ce moment-là, ça avait bagarré dans les campagnes, comme l'a dit M. Perrault. Et les paysans avaient réussi à avoir 2 francs le litre en sortie de ferme et 3 francs pour le consommateur dans la grande distribution. Ces 2 francs, c'est 30 centimes. C'est ce qu'on a toujours. Ça fait 32 ans qu'on a ce prix. Et entre 1984 et 2016, il y a eu la mondialisation. Et notre prix n'a pas bougé pour pouvoir faire face à cette mondialisation. Et là, on arrive au bout du système, parce que ça ne peut pas marcher. On laisse trop de gens sur le côté, et la mondialisation est un leurre. Ce n'est pas une solution pour nos pays. Il faut les protéger nos productions. D'accord, on a bien compris. On a bien entendu votre propos, Madame Roux. Justement, à ce propos-là, on va peut-être regarder une question d'un de nos téléspectateurs qui se demande pourquoi les aides vont davantage, globalement, vers l'agriculture industrielle que vers les exploitations bio, ce qui va nous amener justement sur peut-être ce qui serait possible. On sait qu'il y a dans la Nouvelle-Aquitaine une politique de développement de cette culture bio avec des 4200 producteurs, je crois, dans cette donnée. Est-ce que c'est, au fond, notre modèle agricole qu'il faudrait repenser aussi? Moi, je vais bien commencer. Je pense qu'il n'y a pas un modèle agricole français. Il n'y a pas une seule agriculture en France, il y en a plusieurs. Et pour ma part, je ne condamne pas une agriculture qu'on dit productiviste. Parce que notre pays exporte, on est un grand pays exportateur. Et moi, je suis pour une agriculture productive. Mais à condition que ceux qui réclament l'agriculture productive mettent en place un système économique qui leur permette de le faire. Mais je vois qu'à côté de cette grande agriculture productive, il y a une agriculture de terroir, c'est trop petit de terroir, mais de territoire, qu'il faut à tout prix valoriser. Parce que quand on s'en sort, qu'on est producteur de lait, c'est parce que le lait, on ne l'a pas vendu en lait. C'est parce qu'on l'a transformé en yaourt ou transformé en fromage. Pourquoi, avant la grippe aviaire, les producteurs de gras du Sud-Ouest s'en sortent? Parce qu'ils produisent, ils transforment, ils commercialisent. Autrement dit, ils ajoutent de la valeur ajoutée à leur production agricole. Et c'est ça
qu'il faut qu'on travaille. Mais ce n'est pas incompatible. Moi, je pense que l'agriculture, elle doit marcher sur deux jambes. Serge Bousquet-Cassagne, on est dans une autre dimension avec cette nouvelle grande région, Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, alors il y a le bio, il y a les circuits courts. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle frontière régionale peut amener à résoudre une partie, ou elle peut amener quelque chose de nouveau dans cette organisation agricole? Là aussi, ça se saurait. Bon, on va leur laisser le temps de se mettre en place, malgré tout. Mais bon, ça fait 2 ans que grosso modo, cette nouvelle architecture est en place et se met en place. Bon, on n'a rien vu venir, mis à part une espèce d'usine à gaz administrative qui est très très compliquée, où on a du mal à reconnaître les uns et les autres, et où les dossiers, je prendrai l'exemple de la grippe aviaire sur la biosécurité, les mises aux normes, etc., où la région devait aider, et bien finalement, elle avait promis de donner des sous aux agriculteurs qui avaient fait les efforts de se mettre aux normes. Au mois de septembre, on ne les verra pas parce qu'il y a, paraît-il, un ordinateur ou un modèle informatique qui s'appelle Osiris qui est en panne. Enfin, une chatte, il ne retrouverait pas ses petits. Donc, vous connaissez notre système français, vous le pratiquez tous. On est dans l'usine à gaz permanente. Et donc, de ce fait, l'impact que pourrait avoir volontariste de la région, qu'il pourrait avoir, est annihilé par les couches administratives successives qui font qu'à la fin, l'agriculteur, il ne sait même plus à qui s'adresser pour monter un dossier. D'accord. Sur le principe du bio, des circuits courts, les AMAP, tout ça, on en parle beaucoup. Oui, je vais vous rassurer ou vous inquiéter. Le bio ne sauvera pas l'agriculture française. Les circuits courts ne sauveront pas l'agriculture française. Pourquoi ? Parce que ça correspondra, on atteindra un maximum à un moment donné de 5-10% de transformation en bio. Parce que pour l'instant, il y a un petit effet d'aubaine quand même, de primes, qui sont quand même plus importantes ramenées à l'hectare en bio qu'en conventionnel. Donc il y a un petit effet d'aubaine. OK. Il y a aussi sur les circuits courts, effectivement, et moi je suis bien placé pour en parler, puisqu'en Lot-et-Garonne, on organise des marchés de producteurs. Et donc tout ça ne sauvera pas l'agriculture française. Je crois qu'il sauvera l'agriculture française, ça sera le fait qu'on la reconsidère. J'ai compris. Un mot, puisque vous êtes l'élu de ce plateau, la politique n'abandonne pas les agriculteurs. Non. Les politiques n'abandonnent pas l'agriculture. C'est très compliqué, c'est très difficile, et la dame, elle a eu parfaitement raison de dire qu'on est en pleine mondialisation et que c'est une révolution pour tout le monde. Et moi, là aussi, je demande que l'agriculture soit considérée autrement. Et je milite pour que les règles de l'OMC ne s'appliquent pas pour l'agriculture, qui sont les produits qui nourrissent les hommes, comme on les applique aux chaussures ou aux t-shirts. Mais je crois fondamentalement à l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est la richesse des terroirs. Je suis élu du Périgord. Merci. Comment voulez-vous, en Périgord, ne pas aimer les produits et ne pas aimer l'agriculture et les agriculteurs ? Très bien, merci, on a entendu. Vous aimez l'agriculture, vous l'aimez aussi, Serge Bousquet-Cassagne. Merci à tous les deux. Merci Madame Roux, qui était à Agen, d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, c'est le flash de la mi-journée, puis la deuxième partie de Dimanche sans politique. Francis Letellier reçoit la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Merci de votre fidélité. Bon après-midi sur France 3.